Ce nouvel épisode de Confidence de thérapeute met toute la lumière sur Claudine Cagny, une psychothérapeute, directrice et fondatrice du CCREF, une femme extrêmement engagée dans l'accompagnement des familles, dans le développement de la thérapie familiale, que ce soit à un niveau francophone comme international. Claudine est l'actuelle vice-présidente de la Société française de thérapie familiale. Elle est également la représentante de la France au niveau de l'Europe, de l'Association européenne de thérapie familiale, l'EFTA. Vous allez découvrir ou redécouvrir une femme d'une humanité et d'une sensibilité sans pareil, une personne dotée d'un courage proprement exceptionnel. Et c'est un honneur encore plus important pour moi d'avoir eu la chance d'avoir cette conversation avec elle quand vous allez comprendre ce que je vous révélerai à la fin de cette vidéo. Je vous laisse profiter de notre échange et je vous retrouve juste après. En fait, j'appartenais à une famille de commerçants, plutôt petits bourgeois, tu vois, favorisés, un père pratiquant, très catholique. Donc avec ma sœur, on a été dans les écoles privées, tu vois. Et pourtant, dans notre voisinage, il y avait des enfants qui allaient, tu sais, à des journées, genre des centres aérés. Bon, mais nous, on n'y allait pas, mais je les saluais quand même, on se disait bonjour. Bon, nous, on avait une maison avec un jardin. Eux, tu vois, ils étaient tous en HLM, c'est ce qu'on disait à l'époque. Et tout ça me travaillait déjà, tu vois, cette question de justice sociale. J'étais plutôt, dans mon quartier, dans ma paroisse, une petite fille, on va dire, privilégiée, pas les hautes sphères, mais globalement privilégiée. Tu vois, peut-être nous étions les seuls de la rue à partir en vacances au mois d'août, tu vois. Mais mon père me maltraitait. Et j'étais partagée en me disant « je le mérite » et en même temps je me disais « ben non, je le mérite pas ». Mais comme c'était un notable, tu vois, mes parents étaient très engagés dans la paroisse, tu vois, ils militaient, nous recevions les prêtres à déjeuner et tout ça, c'était indicible. Je pense que si j'avais dit à la maîtresse à l'école « mon père n'est pas bienveillant avec moi, et il me frappe, il me dévalorise », elle aurait convoqué mes parents en disant votre petite fille raconte n'importe quoi. C'est ça qui m'a foutu tellement pétard, c'est de voir que comment on mettait l'accent sur les familles, je vais généraliser, je vais dire les familles pauvres, alors que dans les milieux nantis, entre guillemets, ben, c'était tu et archi-tu. Et tu vois, aujourd'hui, je participe complètement, mais je les soutiens à 100%, toutes ces jeunes femmes, hein, comme Judith Godrèche, comme Ringora, qui racontent mais comment c'était toléré par la communauté. Hein. Voilà, ça se passait dans un milieu aisé, ou même la petite Kouchner. Et je me dis, oui, luttons contre la maltraitance envers les enfants, mais dans tous les milieux, il faut arrêter de mettre l'accent sur les pauvres, quoi, à un moment. Ils m'ont beaucoup apporté, Guy Oslos, Salvador Minuchin, Jacques Plumaker, tu vois, des gens comme ça, qui eux aussi, il me semble, ont mêlé à leur travail l'idée d'une justice sociale. Alors, en fait, je voulais être journaliste, et comme j'étais toujours en bagarre avec mon père, il m'a dit non mais n'importe quoi. Il avait pris des contacts avec le rédacteur en chef de La Vie catholique, qui a dit mais c'est très difficile, donc non, je te paierai pas d'études de journaliste. Bon, ok. Donc j'ai dit, bah tant pis, je vais aller à la fac, je vais faire une fac de droit, puis on verra bien. Puis si tu veux arriver à la rentrée de la fac de droit, je me suis dit, mais qu'est-ce que je vais aller foutre là-dedans? Et quand j'ai été éducatrice spécialisée, et que je me suis formée tout simplement à l'éducation spécialisée, ça m'a beaucoup frappée quand même. Peut-être je vais choquer en disant ça, hein, mais quand même une sorte de discours, pas général. Mon intention n'est en aucun cas de critiquer mes collègues. Mais j'ai remarqué quand même, et dans la formation, et dans les usages, une façon assez vive de disqualifier les familles, de cliver beaucoup les bourreaux et les victimes, hein. En gros, ces salauds de parents et ces pauvres petits-enfants,
alors que ces salauds de parents, ils avaient déjà été des petits-enfants négligés, malmenés, avec un aspect transgénérationnel tout à fait important. Et donc, je pense que c'est ça qui a été vraiment le fil rouge de mon travail. Bien sûr, n'admettre la maltraitance en aucun cas. Aucun cas. Je n'ai aucun souvenir de ne pas avoir dénoncé une maltraitance. Tu vois, par exemple, je me souviens d'une situation, une petite jeune fille qui nous révèle à 21h du soir, je n'étais pas présente à l'entretien, être abusée par son beau-père. Ma collègue m'appelle sur le chemin, je lui dis « Où es-tu » Je dis « Mais non, mais c'est pas possible ». Je lui dis « Tu retournes immédiatement au commissariat, tu déposes plainte, tu interpelles ». Elle est arrivée au commissariat, le flic a dit « Quel âge elle a ?»« 16 ans ?» « Ouais, bon, c'est un peu... c'est mineur, enfin, tu vois, acceptable. » Et je lui ai dit « Mais ça va pas du tout. » Je lui passe le mot au téléphone. Je lui ai dit « Écoutez, monsieur, si vous ne prenez pas la plainte, j'appelle immédiatement le substitut du procureur. » Donc, il a pris la plainte. J'ai quand même appelé le substitut. Le substitut est allé chercher la petite tout de suite et l'a conduite au foyer de l'enfance. Enfin, tu vois, pour te dire, la difficulté, je trouve qu'elle est là. C'est qu'en fait, si on a mon discours, entre guillemets, on peut passer un peu pour familialiste et défendre la famille à tout prix. Je ne suis pas dans cette position. Je ne suis pas dans cette position. Mais je suis vraiment dans l'idée que si on écoute et qu'on va vraiment à la rencontre des gens, hormis les cas de perversité, évidemment, hein, abus sexuels sur un très jeune enfant, des coups enfermés dans un placard, bien sûr qu'il y a une limite totalement inacceptable. Mais ce n'est pas ce qu'on voit le plus souvent. Moi, ce que j'ai vu, c'est plutôt des familles démunies, emmêlées, paumées, et qui se faisaient juger. Et je pense que dans ces familles-là, on peut travailler. Et mon centre en a été la preuve vivante. On a quand même fait fermer beaucoup de dossiers. Tu vois, et c'est pourquoi les juges nous ont porté tellement d'estime. Et pourquoi le Conseil général est venu me chercher. Parce qu'ils se sont dit, ça marche, quoi. Quelles ont été les rencontres les plus significatives? Tu vois, vraiment que ce soit des gens que tu as rencontrés en personne ou des gens que tu as lus. La toute première rencontre, c'est Chantal Lucier. Alors, c'est une thérapeute qui travaillait au CECOF, chez Bernard Prieur. Et alors, cette fille, mais elle m'a complètement épatée. Je l'admirais du haut jusqu'en bas. Je me disais, c'est exactement ce que je pense. Enfin, je ne savais pas le traduire, mais ce qu'elle expliquait de comment elle travaillait, c'était extraordinaire pour moi. Et je me suis dit, c'est absolument ça que je veux faire. Et donc après, je suis entrée dans la formation au CECOF et nous avons eu la chance d'être en supervision duel. Il y avait une autre jeune femme qui devait venir, elle n'est pas venue. Et donc le Bernard, il m'engueulait. Quand j'étais devant, il me disait « Mais qu'est-ce que tu fous ?» Mais c'est n'importe quoi. Mais ça m'a énormément fait former, ça m'a énormément aidé. J'ai aussi énormément apprécié Patrick Poisson. C'était vraiment quelqu'un de remarquable, de fin, de pointu. Ils m'ont énormément apporté. Voilà. Et ensuite, la personne qui m'a vraiment, mais qui ne l'a peut-être jamais su, c'est Salvador Minuchin. Parce que quand je me suis fait foutre à la porte du service de placement familial, j'ai créé donc ma propre petite association. À l'époque, ça s'appelait même pas le CECREF. J'y ai consulté, j'avais une grande maison, donc j'avais la chance d'avoir une annexe. Donc, j'ai consulté dans mon annexe, et les juges connaissaient mon travail. Donc eux, ils m'ont envoyé, ils m'ont dit « Nous, on veut travailler avec vous, Madame Cany. C'est ce qu'on cherche, ça nous plaît énormément, le sens de votre travail. » Et alors, voilà que... Alors, je ne sais plus qui c'était, mais je crois que c'était la psychiatrie à Reims qui invite Salvatore Minuchin. Donc, bien sûr, je m'y précipite, t'imagines. Et j'invite les juges qui me disent « Ok, Madame Cany, on vient avec vous. » Et alors, elles ont été totalement enthousiasmées par la façon dont il a présenté son travail. Les travailleurs sociaux de l'Aube, parce que tout ça s'est passé en Champagne, ils me disaient comment ça, tu demandes de l'aide pour la famille, tu demandes une allocation mensuelle, tu demandes... C'est pas ton boulot.
tu vois, tu n'arrives pas vraiment à être une thérapeute. Tu n'es pas vraiment une thérapeute. Tu n'es pas dans la neutralité nécessaire. Salvatore raconte qu'il va manger chez les gens, dans les slums, carrément. Et qu'il dit, alors le gosse sort, et il dit au père, qu'est-ce qui se passe ici? Il se sert dans le frigo? Il mange pas au repas familial? Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Qui commande ici? Bon, et il entre comme ça dans la famille. Et à un moment, une jeune fille, dans ce séminaire qu'il nous proposait, on lui adressait une famille, et la jeune fille ne voulait pas venir. Et Salvador dit, je vais le chercher au métro. Et donc, on le voit l'attendre au métro. Et donc, moi, coquine, je lève la main, et je dis, oh, ben vous savez, moi, je suis très critiquée de faire ça. Alors, il dit, oh, mais les Français, ils sont tellement traditionnalistes et protocolaires. Mais je vous félicite, madame, continuez. Plus personne ne m'a jamais emmerdé avec ça, quoi. Voilà, du fait de cette interaction avec Minuchin, et nous en avons eu d'autres par la suite, a fait que finalement, il m'a aidé à faire le creuset de ma reconnaissance. Ouais, ça a été une belle légitimité auprès de tous ceux qui pouvaient critiquer. Ouais. Et je l'aimais beaucoup, Mais tu sais, ça a été un combat. Franchement, c'est dur. Hein. J'ai ramé comme une malade. Il fallait que je fasse 18 dossiers papier pour avoir les subventions. J'avais pas d'argent, j'avais rien. J'étais pas un établissement. Et donc lui, il m'a dit, non, Madame Cani, vous allez vous épuiser, on peut pas continuer comme ça. J'ai dit, le fait est que je vais pas continuer. Ça va pas être possible. Je vais partir travailler sur Paris. Je vais m'embaucher comme thérapeute familiale quelque part. Voilà, Bernard m'avait proposé quelques actions de formation que j'avais menées. Et donc, nous avons porté un dossier, encore un, au comité de l'organisation médico-sociale et pour avoir une habilitation. Et si j'étais habilitée comme établissement médico-social, je pouvais toucher des subventions. Et alors là, ça m'a vraiment mis le pied à l'étrier. Il me semble qu'au début, nous avons pris un accord sur 60 mesures. Donc ça devait être 30 mesures sociales, de l'aide sociale à l'enfance, et 30 mesures pour les juges, tu vois. Et aujourd'hui, nous sommes à 100 mesures. 100 mesures à la fois judiciaires et sociales, plus les thérapies familiales volontaires, plus les thérapies de couple, plus les actions de formation, de supervision. Voilà, et maintenant on a un budget, et après j'ai embauché, on a créé une équipe, enfin, après tous ces... J'ai demandé à un bailleur des mètres carrés sociaux, tu sais, un local. Donc ils m'ont soutenu aussi, puis tout s'est enclenché comme ça, quoi. Après, j'ai rencontré notre ami Robert de Burger, si sensible. J'aime beaucoup cet homme. On a eu aussi un lien. C'est une anecdote, je sais pas pourquoi je te raconte ça, mais qui décrit l'humanité de la personne. Et ça, c'est très, très important. Pour moi, c'est toujours très important. Ma maman était mourante. Et on était en session de thérapie de couple. Et j'ai reçu un coup de téléphone du médecin me disant « Votre maman va passer dans la journée, mais je pourrais avoir le sentiment qu'elle vous attend. » Et donc, je reviens dans la salle. Oh, excuse-moi. Je reviens dans la salle et je dis à Robert, ma maman est en train de passer. Je suis là. Il me dit, mais même pas en rêve. Il sort avec moi boulevard Saint-Michel. Elle, un taxi. Il le paie. Il dit, emmenez cette dame gare de l'Est. Il me dit, tu prends le premier train. Et j'ai pris le premier train. J'ai fait exactement ce qu'il m'avait dit de faire, un peu comme un zombie. Et puis je suis arrivée. Et en fait, ma maman m'attendait. Elle était en sédation profonde, mais elle a murmuré mon nom et elle est morte en paix dans mes bras. C'est fou, hein? Donc, c'est resté un lien. Durant
tout le travail que tu as fait depuis toutes ces années avec les familles peuvent traverser des périodes de crise ou des périodes qui sont très compliquées. Est-ce qu'il y a comme ça une famille ou deux familles, tu vois, des gens qui t'ont vraiment marqué, des situations qui ont été plus impactantes que d'autres, tu vois, si tu revois un peu toutes ces Tu sais, j'ai personnes que reçu tu as rencontrées. tellement de familles. Sincèrement, si je devais te dire le nombre de familles que j'ai reçues dans ma carrière, C'est astronomique. des milliers, Bah oui. sincèrement. Par exemple, bon, faisons attention de ne pas faire d'indiscrétion, mais à Rouen, il y avait un jeune homme qui s'était jeté dans la Seine. Et donc le psychiatre, qui avait tout à fait confiance en moi, m'a orienté la famille. Et on a fait un travail extraordinaire. En fait, cette famille, elle n'imaginait pas tu vois, c'est la toute petite partie visible de l'iceberg de ce qui se passait dans leur famille. C'était une famille nombreuse. Je ne sais plus, il y avait au moins 5-6 enfants. Ils sont tous venus. Donc, tu vois, c'était des séances, c'était pas rien. Et chacun a déposé un peu aussi, tu vois, comment dire, la rigidité un petit peu familiale. Et on a fait un super travail, quoi. Et super chouette. Tu vois, ça laisse des bons souvenirs. Ce qui m'a marqué aussi, par exemple, et alors ça m'a fait du mal, parce que ça m'a foutu dans des colères. Des colères, vraiment des colères, quoi. Je me souviens d'une famille une famille assez démunie aussi, avec qui on avait fait un super boulot. Leur petite fille était placée, et franchement, 5 sur 5, quoi. Ils avaient tout compris, on a avancé, ils ont pris la mesure, et on va chez le juge. Je les accompagne. Et moi, prétentieuse, je leur dis non mais le juge va vous rendre la petite. Franchement, tu vois, je m'engage sur 90%. My God, qu'est-ce que j'avais pas fait là? En fait, alors la dame, ça m'a tellement touchée. Elle s'était acheté un imperméable neuf, tu vois, et donc elle me dit, vous avez vu, elle avait mis des belles petites chaussures, elle était allée chez le coiffeur, c'était tellement mignon, c'était tellement touchant, ces petits signes. Et on arrive chez le juge, et lui, ce juge-là, c'était de la bonne gestion de père de famille, tu vois. Il lit, et il dit ah super, vous avez fait un super boulot, c'est bien, nanana. Bon, on va se donner un an de consolidation. On se revoit l'année prochaine. Et puis je vous la rendrai l'année prochaine. J'avais envie de lui sauter dessus, derrière son bureau. Et on est sortis. La petite, elle a pleuré. Maman, maman, a-t-elle crié dans le couloir? C'est pas la seule à l'avoir entendu. Donc je pouvais pas les laisser comme ça. On a été au café tous les trois. Puis on a pleuré tous les trois. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Et c'est vrai, j'ai pleuré avec eux. Et honnêtement, je ne pense pas que ce soit un souci de frontières. J'ai toujours été parfaitement claire avec les familles. Je n'ai jamais franchi comment te dirais-je, d'interdit. Je n'ai jamais ramené de famille chez moi. Je ne me suis jamais même sentie encombrée par les familles. Parce que, si tu veux, j'avais une telle notion de ce que je devais faire et que je le faisais, que j'étais extrêmement tranquille. Et en plus, si tu veux, je me disais, si je me trompais par exemple, par exemple, ici j'ai suivi une famille, je me suis plantée. C'était un jeune homme d'un certain âge qui ne pouvait pas partir de chez ses parents. Qu'est-ce que j'ai fait moi? J'ai travaillé à ce qu'il puisse partir. Et puis à un moment, le papa est venu tout seul et il m'a dit, vous savez, j'ai beaucoup réfléchi, nous n'y arriverons pas, il ne peut pas, et je crois que nous faisons tous du mal. Et je lui ai dit, c'est extraordinaire, c'est ce que je voulais vous dire. Je m'excuse auprès de vous et auprès de toute la famille. En effet, j'ai voulu répondre à votre demande première, mais en fait, oui, on fait fausse route. Et je pense qu'il faut aménager les choses telles qu'elles peuvent se passer, avec lui, là, etc. Et tout le monde a été incroyablement soulagé. Et depuis, il ne s'alcoolise plus, il va beaucoup mieux. Il faut accepter de dire qu'on s'est trompé. Moi, ça m'est arrivé souvent. Et alors pour ça, si j'avais des choses à dire à des jeunes thérapeutes, il faut un solide corpus de formation. Franchement,
il faut lire. Tu vois, moi, franchement, la collection SF, je crois que je l'ai dans son intégralité. Hein. Il faut vraiment s'appuyer sur toute cette recherche extraordinaire, quand même, qui a été construite sur l'approche systémique. Et quand tu as ce solide corpus, une façon de travailler, à mon avis, extrêmement pertinente, c'est l'utilisation de soi-même. Il ne faut pas avoir peur de s'utiliser, mais aussi avec nos émotions, dans une capacité, dans une authenticité qui parfois a pu me faire dire je ne sais pas quoi faire avec vous. Hein. Je ne sais plus quoi faire. Dites-moi qu'est-ce que je dois faire. Je comprends rien. Je vous propose des trucs, vous prenez rien. Franchement, je crois que j'ai pas compris. Je comprends rien à ce qu'on fait. Et vous voulez revenir, dites-moi. Et surtout, si on n'a rien compris, il faut rien faire. Surtout, je suis en lutte contre tous ces trucs. Chacun invente son objet flottant. J'exagère, mais je vais te dire à 2 balles. Des fois, il y en a des biens. Enfin, des fois, on voit quand même n'importe quoi émerger. Certes, il y a une technicité dans la thérapie familiale. Mais la thérapie familiale, c'est pas une technique. C'est bien plus que ça. C'est une rencontre. Ça va être une façon de raconter ensemble une histoire. Hein, et une histoire, d'ailleurs, qui va permettre de percevoir la réalité autrement. Et pour la famille et pour nous-mêmes. Hein, et donc il ne faut pas passer à côté de ça. C'est vraiment l'idée selon laquelle c'est pas parce que tu as une grande boîte à outils que tu vas les utiliser à bon escient. Il faut d'abord savoir qu'est-ce que tu veux construire, qu'est-ce que tu veux faire, et ensuite utiliser les outils adaptés. Mais c'est ça, absolument. Des techniques, pourquoi pas, mais pourquoi faire ? C'est pas pour bourrer du vide. Tu vois, c'est pareil, ça m'inquiète quand même. Parce que comme je suis secrétaire et vice-présidente de la SFTF, je reçois beaucoup de demandes et de courriers et tout ça, et les gens me disent qu'est-ce que je dois choisir comme formation. Alors ils me disent des tas d'organismes que je ne connais pas, au demeurant, et qui disent, par exemple, un organisme, en 8 jours, technicien, thérapeute familial, par le net, hein, et en 15 jours, praticien. J'ai envie de les appeler, quoi. J'ai envie de leur dire, mais vous foutez du monde. Vous vous rendez compte ? Vous croyez que c'est comme ça qu'on va soigner les gens ? Alors après, autant, franchement, je pense que faire des séances en visio, utiliser la technique, d'ailleurs comme tu le fais, comme tu enseignes, je trouve que c'est extraordinaire et ça apporte énormément, je pense, aux gens. Hein. Mais c'est pareil, tu vois, je trouve qu'il faut raison garder. Hein. Est-ce que ça ne va pas devenir aussi une espèce de merchandising où on fait de l'argent facile Bon, je ne sais plus si tu étais à... Mais oui, tu y étais, bien sûr, à Sofia. À Ljubljana ? Tu sais, quand on a fait le... Ah, c'était Ljubljana. Oui, peut-être à Ljubljana, tu as raison. Oui, c'était Ljubljana, excuse-moi. Et où un psychiatre nous a expliqué que, de toute façon, les gens allaient pouvoir décrire leur symptomatologie et on leur envoyait les médicaments. Je suis pas du tout OK avec ça, quoi. Mais il y a un type derrière moi qui a dit oui, c'est l'avenir. J'ai envie de dire, dis donc, si c'est ça l'avenir de l'humanité, il est mal barré. Hein. Mais bon, après, c'est mon point de vue éthique, personnel. Hein. Si je résume ce que tu as dit, c'est d'abord un corpus théorique qui soit solide, qui soit bien étayé. Oui. Ensuite, le fait de s'autoriser à s'utiliser dans l'espace de la thérapie, c'est-à-dire à être authentique, à pouvoir dire les choses. C'est ça. Et j'ai aussi entendu dans ce que tu dis la responsabilité. C'est-à-dire qu'on puisse dire quand on s'est trompé, qu'on assume la responsabilité des conséquences de nos actes et que ça, ce soit essentiel. Oui. Et si on peut pas et la question de l'engagement aussi, si on peut pas s'engager avec les familles, il faut faire autre chose. C'est vraiment, je pense que les familles, elles ont besoin de notre engagement à leur côté. Souvent, tu sais, je suis étonnée, par exemple, par la position de mes collègues, mais que je comprends totalement, hein, les travailleurs sociaux, même des psychologues, même qui ont la conviction que la famille engagée dans une forme de négligence, maltraitance, enfin, je ne sais quoi et je ne sais qu'est-ce, elle sait ce qu'elle fait. Donc, forcément, elle est coupable. Mais moi, honnêtement, je l'ai constaté, mais des centaines de fois. Les gens, ils sont juste
Ils sortent la tête de l'eau. Ils sont juste englués. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Ils n'ont pas de pilote. Ils n'ont pas de boussole. Donc, c'est extrêmement pertinent de leur faire des liens. Quand un papa est complètement fermé, si tu lui dis « Mais alors, si quand même on va chercher en vous le petit garçon, quand même vous avez un souvenir, qu'est-ce que ça vous a fait ?» Tu vois, et qu'on avance comme ça, et ben cet homme, il va dire « Ah ouais, c'est vrai quand même, ça m'a fait mal, c'était violent. » Est-ce que vous pouvez imaginer que malgré vous, il a mis cette graine en vous et que peut-être, malgré vous, elle a poussé et que vous faites la même chose? Qu'est-ce que vous en pensez, les enfants? Peut-être il y a une graine dans papa qui ne maîtrise pas et qui est en train de faire n'importe quoi. Et cette co-construction, tu vois, amène des solutions. Donc je pense que la question d'amener les gens à faire des liens surprenants pour eux du processus d'action dans lequel ils sont engagés, c'est un levier. J'ai connu des parents déficients, si tu veux, qui acceptaient l'idée qu'ils n'étaient pas en capacité d'élever un petit enfant, mais que cependant, ils voulaient le voir, le rencontrer, ne pas lui faire du mal, déléguer à d'autres. Tu vois, j'en ai rencontré des situations comme ça. Et j'entends dans ce que tu dis aussi que toujours tu réaffilies les gens à leurs origines, c'est-à-dire que tu réancres dans une histoire familiale. Mais totalement. Tu utilises ça au lieu de rompre les liens. Mais totalement. Et tu vois, c'est pareil, un apport scientifique, entre guillemets, pour nous. Comme par exemple la question du trauma. Bon, il y a un trauma dans cette famille, où ils sont tous traumatisés. Bon, ok. Si on entre, on a lu le dossier, blablabla, et tout de suite on a l'idée, il y a un trauma. Ben, on a vite tendance à dire, il y a un trauma, c'est foutu. Je me souviens de la description d'une famille. Alors je crois que la dame, elle était d'origine asiatique, et donc elle était dans l'incapacité de montrer des sentiments. Tu vois, c'était boulot, 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 boulot. C'est la seule chose qu'elle savait faire. Elle avait été plus ou moins vendue, enfin, elle avait fait une sorte de contrat, on peut pas dire amoureux, mais un contrat moral avec un monsieur qui, lui, était très démonstratif. Voilà. Et comment faire une famille? Et si tu veux, le point de vue de la thérapeute, ça a été de dire, ben, elle est tellement traumatisée qu'il faut soigner son trauma, et du coup, ça traumatise les enfants. Et en fait, ils font une famille dans laquelle il n'y a pas d'amour. Et est-ce que c'est pas possible de dire, mais les enfants, votre maman, elle a un courage extraordinaire. Elle ramène beaucoup de fric à la maison pour que vous puissiez avoir. Elle sait pas aimer. Mais attendez, on va examiner pourquoi. Et que les enfants en aient connaissance, c'est quelque chose qu'ils peuvent sublimer et se dire, bon, bah oui, bon, ça nous manque, c'est difficile, maman, elle n'est pas affectueuse, mais elle fait autrement. Moi, c'est une famille que j'aurais ponctuée très, très positivement. Donc, quand j'ai lu le rapport, oui, on peut être traumatisé, mais tu crois que Simone Veil, quand elle est rentrée des camps, elle n'était pas traumatisée? Regarde ce qu'elle a construit. Regarde le nombre. Et ça m'a frappé. Tu sais qu'il y a un moment, j'avais presque envie d'écrire un bouquin là-dessus. C'est tout basique, hein. Mais tu sais, Mireille Dumas, elle interviewait... je sais pas, Johnny Hallyday, enfin n'importe qui, et ben le nombre d'artistes qui lui révélaient les traumas de l'enfance, ben, je vais dire, il y en avait un paquet. Hein. J'ai pas été élevée par mon père, j'ai été abandonnée, mes parents ils ont divorcé, je suis partie, j'ai même pas compris. Moi mon père il m'a gardée, mais mes frères et sœurs ils sont restés avec ma mère. Enfin, il y en a des kilos. Hein. Et ben ils sont devenus des artistes ces gens-là. Et toi, si on revient à aussi ton histoire, comment tu as traité la question avec ton père et tu sais, notamment vis-à-vis de ce que tu fais beaucoup avec les gens brillamment, c'est-à-dire tu les relis à leur histoire, tu essaies de leur faire comprendre pourquoi. Toi, tu as compris pourquoi ton père il avait agi comme il a agi? Pas très bien. Tu sais, on est toujours qu'on est le plus mauvais thérapeute pour sa propre famille. Honnêtement, pas très bien. Lui-même avait un père très rigide. Mais moi, c'était mon grand-père, c'était pas mon père. On avait peur de lui. Je pense qu'il s'est senti moins aimé que son propre frère. Ça aussi, j'en ai eu un peu des bribes. Et puis, je ne sais pas. Peut-être a-t-il été écrasé par la notion de responsabilité familiale.
Et du coup, il fallait qu'il drive tout, qu'il contrôle tout, tu vois, quelque chose comme ça. Je me souviens d'un dimanche, comment dire, repas familial, chez moi. Maman était peut-être déjà décédée. Mes filles, qui étaient grandes adolescentes, et je sais pas, on est venu sur le sujet. Bon, il a beaucoup réparé avec mes enfants. Il s'est beaucoup occupé de mes enfants. Il a été très très bienveillant avec mes filles. Bon, ça m'a réconforté. Et je sais plus si c'est l'une de mes filles ou moi-même qui ai dit, mais enfin, pourquoi tu as été si dur? Et il a dit, tu me résistais. Ma thérapeute, la personne avec qui j'ai fait mon chemin tout en faisant mes formations, elle m'a fait prendre conscience que ça m'avait permis d'aller chercher toute cette force en moi. Et je pense qu'en même temps, ça m'a beaucoup fatiguée quand même. Beaucoup usée, ouais. Et comment tu expliques cet engagement que tu as pris de plus en plus fortement à la Société française de thérapie familiale, mais aussi à l'Association européenne de thérapie familiale, parce que tu es très engagé dans ces instances-là. Comment tu expliques vraiment cette énergie que tu as développée là-dedans, dans cet investissement? Porter cette parole, je voulais vraiment porter cette parole, tu vois, de la justice pour ces familles, enfin. Et ça n'a pas toujours été facile non plus, hein. Tu vois, par exemple, j'ai été sollicitée pour rentrer au bureau d'EFTA, mais je ne l'ai pas souhaité, parce que j'ai eu craint, justement, de ne pas avoir la force de naviguer, tu vois, alors aussi ces enjeux de pouvoir, malgré tout. Et ça m'a fait peur. À la SFTF, pas du tout. Parce que Jacques, il est très bienveillant. C'est une très bonne personne. Il ne recherche pas du tout les honneurs. C'est un scientifique. C'est un sage. Comment? Tu vois, sa recherche, c'est sa pensée, tu vois. Il n'a pas... Donc j'ai été en confiance. Quelle est la chose que tu redoutes le plus en thérapie? Ou le thème qui est le plus sensible? Vraiment, s'il y a un type de problématique, de situation que tu redoutes un peu, ce serait lequel? Non. Il n'y en a pas? Non. Aucune. Honnêtement, non. Et est-ce qu'il y a de l'autre côté des types de situations dans lesquelles tu te dis, ah ça, c'est ma tasse de thé, je sais travailler avec ça, vraiment, où tu te sens tellement à l'aise à travailler avec certaines familles? Non plus. Parce que tu es très généraliste. Oui. Ouais. Non plus. Alors, tu me demandais une situation que j'appréhendais. Je ne suis pas une championne de la patience. Donc, alors, la thérapie individuelle, c'est moyen. Si je m'embarque à écouter les gens pendant des séances et des séances, je me dis au secours. Tu vois, enfin bon, à un moment, ok, mais comment on va en sortir? Et alors là, l'hypnose, mais c'est un boulevard. Hein. Écoute, ça m'a permis d'aider des gens, mais en 2-3 séances. Bon, mais il faut que ce soit bien maîtrisé. Il faut que c'est pareil, que ce soit une vraie formation. Hein, tu vois, j'ai été 2 ans, on a fait beaucoup d'exercices. On a reçu aussi un solide corpus de diverses façons de travailler. Chacun sa technique, son modèle, enfin... Oh là là, ça m'a énormément apporté. Hein. C'est génial. C'est souvent qu'il y a cette proximité assez grande entre les hypnothérapeutes et les systémiciens. Oui, c'est vrai. Hein. Et je me demande dans quelle mesure c'est pas lié quand même à cet héritage d'Erickson qui est à la fois dans l'hypnose et à la fois dans la thérapie brève, dans tous les courants de thérapie brève. Je pense totalement. Comme absolument. Si on a un aïeul commun, quoi. Oui, un ancêtre commun. C'est ça, tout à fait. Ouais. Et bon, franchement, jamais j'ai regretté. Et même des fois où je me disais, franchement, j'ai eu de rares cas d'échecs. Hein. Rares cas, la plupart du temps. Et aussi chez des gens très simples. Un monsieur qui s'était perdu, ou qui avait perdu son enfant en haut des pistes. Et alors, un trauma, là, c'est pareil. Et on a refait tout un truc, passant par son vécu. Non mais génial. Un type très simple. Il était, je sais plus ce qu'il faisait comme job, enfin, toi, alors pas du tout là-dedans.
Il me dit « Oh, mais Mme Cany, je suis allée à la FNAC, j'ai regardé des cassettes, alors je me mets aussi de la musique. » Mais bravo, monsieur, mais formidable. Et il m'a dit bon, « J'ai plus besoin de venir vous voir, mais tant mieux. » Et imaginons que tu aies suivi les études de journalisme que tu voulais faire plutôt que Ouais. ton père les refuse. J'y ai pensé souvent. Quelle aurait été ta vie? J'y ai pensé souvent. Je pense que j'aurais forcément cherché à appartenir à un journal soucieux de la justice sociale. Je suis abonné au Monde diplomatique. C'est vraiment le journal que j'apprécie le plus. Je trouve qu'ils ont un courage dans leurs reportages. Ils portent une parole authentique. Je trouve que c'est plus du journalisme, tout ce qu'on entend. C'est du journalisme d'opinion. C'est catastrophique. Plus personne n'a le courage d'exprimer. J'y ai pensé des fois. Même avec mon mari, avec Philippe, on en a parlé parfois. Je lui ai dit et si j'avais été journaliste alors bon. Ça, c'est pas fait. Est-ce qu'il y a des métaphores que tu apprécies particulièrement ou que tu te vois utiliser de manière préférentielle dans les séances de thérapie familiale? Alors, tu sais, j'ai beaucoup d'imagination. Je suis plutôt littéraire, hein, comme tu l'auras compris. Donc, du coup, des fois me viennent des trucs. Sinon, j'aime bien, dans l'hypnose, j'aime bien la nature. C'est vrai que j'utilise assez souvent la forêt, un obstacle à sauter, un ruisseau qui paraît large, mais qu'on peut franchir, abandonner, tu vois, dans son sac, dans le double fond de son sac à dos, des poids qu'on va jeter. Ouais, pas mal la nature, je pense. Et notamment vis-à-vis de toutes les situations, parce que tu as dû avoir dans ta carrière un nombre incalculable de situations de maltraitance ou de difficultés intrafamiliales assez importantes. Avec ces familles-là, est-ce qu'il y a aussi un langage métaphorique que tu utilises particulièrement ou, comment tu orientes ton travail avec ces types de familles? Ouais. Alors, est-ce que c'est vraiment métaphorique? Ça va être, je te dis, plus la construction d'un récit hein, qu'on va faire ensemble. Je ne crains pas non plus d'être dans des choses très pragmatiques, de leur donner des conseils. Tu vois, je ne fais pas du tout partie des thérapeutes. Je ne crois absolument pas à la neutralité. Mais alors, absolument pas. Je pense que de toute façon, être à distance, c'est déjà envoyer un message à l'autre. Mais oui, parfois, s'ils me disent, mais alors, tu vois, un peu à la Minuchin, quoi. Il n'est pas là à l'heure, et ben il ouvre pas le frigo. Basta. Tu vois, enfin, des fois, des choses très, très pragmatiques. Et c'est ça aussi qui me gêne. C'est dans cette nouvelle conception de l'enfant, qui est une merveille qu'on ne peut qu'abîmer, on n'a même rien le droit de lui dire. Moi, des fois, je lui dis, mais tu vas la chercher où, toute cette énergie pour faire chier tes parents à ce point-là? À ce point-là. Donc le gamin, il me regarde. Mais tu vois, c'est dans un sens, c'est pas irrespectueux, pas du tout. Tu vois, c'est le mettre au boulot. Particulièrement dans ce travail que menait Minuchin, la question de la hiérarchie familiale, elle est tout à fait importante. C'est qui, chef? C'était très structural ton Oui, approche avec ces voilà, familles. exactement. Ouais. Toi qui es quelqu'un de littéraire, Oui. est-ce qu'il y a comme ça des ouvrages que tu conseillerais à tout le monde de lire? Ça peut être des ouvrages qui sont en lien avec le corpus théorique dont tu parlais, Oui, qui est oui. assez spécialisé dans notre domaine, mais ça peut être aussi des ouvrages de littérature, des romans, de la poésie, du théâtre, ce que tu veux. S'il y avait comme ça, allez, je te donne un chiffre arbitrairement, 3 ouvrages que tu aimerais conseiller, lesquels est-ce que ce serait? Je dirais un très très grand classique, Victor Hugo. Tu vois, Jean Valjean. Les Misérables? Ouais, Misérable. Comme par hasard. On se retrouve, c'est mon livre préféré de tous les temps. C'est vrai. Je l'ai lu, je pense, 4 fois. Ouais. Et je me dis, s'il y a un seul livre, que si j'avais à en choisir qu'un, Ouais. à ne lire que tout le reste de mon existence, ce serait celui-là. Ouais. C'est l'œuvre la plus complète que je connaisse. C'est vrai. Le vieil homme et la mer, d'Hemingway. Alors, je viens de lire un petit livre merveilleux, Ce que nous confions au vent, de Laura Ima et Messina. C'est une... Alors,
C'est lié au tsunami de ces dernières années, là. Et les gens sont inconsolables. Et un Japonais a l'idée de créer, sur la colline, une cabine téléphonique. C'est l'histoire vraie. Et les gens viennent et ils parlent à leurs proches. Et comment ça les réconforte. Ils se disent des choses qu'ils n'auraient pas pu se dire. Enfin, c'est magnifique. Vraiment, il faut que tu l'achètes. Et un autre, mais je vais te l'offrir celui-là. C'est l'histoire d'un monsieur qui ramasse tous les petits cadavres des animaux et qui ne veut pas les laisser pourrir à ciel ouvert et qui les enterre et qui rencontre un petit enfant et on comprend au déroulé de leur rencontre toute l'histoire, quoi. C'est aussi des histoires de maltraitance, c'est très joli. Mais c'est dit de façon tellement poétique, c'est magnifique. Et c'est dommage, l'auteur est décédé jeune. Je me suis bien demandé pourquoi. Parce qu'après, j'ai recherché s'il avait écrit d'autres livres. Si tu avais une machine à voyager dans le temps, et que tu pouvais aller aussi loin dans le futur que tu souhaites, ou remonter aussi loin dans le passé, est-ce que tu l'utiliserais, et si oui, pourquoi faire? Je préférerais aller dans le cerveau des hommes pour leur retirer cette cupidité qui leur fait tout détruire. Je voudrais une machine à voyager dans le cerveau des hommes. Comment les ramener à la raison? Comment peuvent-ils être si élaborés et tellement détruire? Tellement détruire. Oh, je trouve qu'en ce moment, c'est quand même terrible. On est quand même dans un moment... Tout a été dit, mais comme personne n'écoute, il faut toujours recommencer. Donc si toi, tu avais un message à transmettre qui serait non pas adressé uniquement aux thérapeutes, mais à l'humanité de manière générale, ce serait quoi? Je dirais, je ne crois pas du tout comme Rousseau que l'homme naît bon et que la société le corrompt. Je dirais que nous naissons mauvais et qu'il nous faut sans cesse nous contrôler. Sans cesse réfréner nos appétits, tu vois, sans cesse chercher à nous améliorer. Je vous retrouve maintenant après ce moment magique passé en la compagnie de Claudine. Il y a quelque chose de vraiment très important que je dois vous dire. Au moment où cette vidéo sera publiée, il ne restera que quelques jours à Claudine pour pouvoir lire tous les messages que vous pourrez lui adresser, puisqu'elle a décidé, avec tout le courage et toute la dignité qui la caractérise, pour choisir sa fin de vie et ne pas subir et faire subir la maladie avec laquelle elle cohabite. Envoyez-lui tout votre soutien, tous les messages qui vous viennent du cœur, elle le mérite. Claudine, tu es une source d'inspiration infinie pour chacun d'entre nous et pour moi en particulier, en ce qui nous concerne. Et en attendant le prochain épisode, prenez bien soin d'elle.